Charles Dickens, Cantique de Noël. Chapitre 1. Premier couplet, le spectre de Marley. Marley était mort, pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé. Et le nom de Scrooge était bon à la bourse. Quel que fût le papier sur lequel il lui plut d'apposer sa signature, le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais pu, quant à moi, me sentir plutôt porté à regarder un clou de cercueil, comme le morceau de fer le plus mort qui soit dans le commerce. Mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes, et mes mains profanes n'iront pas toucher à l'Arche sainte. Autrement, le pays est perdu. Vous me permettez donc de répéter avec énergie que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge savait-il qu'il fût mort? Sans contredit. Comment aurait-il pu en être autrement? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de son bien, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui eût suivi son convoi. Quoiqu'à dire vrai, il ne fut pas si terriblement bouleversé par ce triste événement qu'il ne se montra un habile homme d'affaires le jour même des funérailles et qu'il ne l'eût solennisé par un marché des plus avantageux. La mention des funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'y a pas de doute que Marley était mort. Ceci doit être parfaitement compris, autrement l'histoire que je vais raconter ne pourrait rien avoir de merveilleux. Si nous n'étions pas convaincus que le père d'Hamlet est mort, alors que la pièce commence, il n'y aurait rien de plus remarquable à le voir rôder la nuit par un vent d'est sur les remparts de sa ville, qu'à voir tout autre monsieur d'un âge mûr se promener mal à propos au milieu des ténèbres, dans un lieu rafraîchi par la brise, comme serait, par exemple, le cimetière de Saint-Paul, simplement pour frapper d'étonnement l'esprit faible de son fils. Scrooge n'effaça jamais le nom du vieux Marley. Il était encore inscrit, plusieurs années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison de commerce était connue sous la raison Scrooge et Marley. Quelquefois, des gens peu au courant des affaires l'appelaient Scrooge. Quelquefois Marley, tout court. Mais il répondait également à l'un ou à l'autre nom. Pour lui, c'était tout un. Oh, il tenait bien le poing fermé sur la meule, le bonhomme Scrooge. Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout. Dur et tranchant comme une pierre à fusil, dont jamais l'acier n'a fait jaillir une étincelle généreuse. Secret, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. Le froid qui était au-dessus de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez crochu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au dehors par le son aigre de sa voix. Une gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils,
et son menton fin et nerveux. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de 0. Il glaçait son bureau aux jours caniculaires et ne le dégelait pas d'1 degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'influence sur Scrooge. Les ardeurs de l'été ne pouvaient le réchauffer. Et l'hiver, le plus rigoureux, ne parvenait pas à le refroidir. Aucun souffle de vent n'était plus âpre que lui. Jamais neige en tombant n'alla plus droit à son but. Jamais pluie battante ne fut plus inexorable. Le mauvais temps ne savait pas où trouver prise sur lui. Les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulets ne pouvaient se vanter d'avoir sur lui qu'un avantage. Elles tombaient souvent avec profusion. Scrooge ne connut jamais ce mot. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui le plus léger secours. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit femme, prier Scrooge une seule fois dans toute sa vie, de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugles, eux-mêmes, semblaient le connaître. Et, quand ils le voyaient venir, ils entraînaient leur maître sous les portes cochères et dans les ruelles, puis remuaient la queue comme pour dire « Mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas d'œil du tout qu'un mauvais œil. » Mais qu'importait à Scrooge? C'était là précisément ce qu'il voulait. Se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la vie, fréquentés par la foule, en avertissant les passants par un écriteau qu'ils eussent à se tenir à distance. C'était pour Scrooge du vrai nanan, comme disent les petits gourmands. Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël. Le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant. Le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens aller et venir dehors dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité. Et cependant, il était déjà presque nuit. Il n'avait pas fait clair du tout le jour, et les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtres qui s'étalaient sur le fond noirâtre d'un air épais et en quelque sorte palpable. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que, quoique la rue fût des plus étroites, les maisons en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. À voir les nuages sombres s'abaisser de plus en plus et répandre sur tous les objets une obscurité profonde, on aurait pu croire que la nature était venue s'établir tout près de là pour y exploiter une brasserie montée sur une vaste échelle. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte,
afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, qui se tenait un peu plus loin, dans une petite cellule triste, sorte de citerne sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter, car Scrooge gardait la boîte à charbon dans sa chambre, et toutes les fois que le malheureux entrait avec la pelle, son patron ne manquait pas de lui déclarer qu'il serait forcé de le quitter. C'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais, comme ce n'était pas un homme de grande imagination, ses efforts demeurèrent superflus. « Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» cria une voix joyeuse. C'était la voix du neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement qu'il n'avait pas eu le temps de le voir. « Bah !» dit Scrooge. « Sottise !» Il s'était tellement échauffé dans sa marche rapide par ce temps de brouillard et de gelée, le neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son visage était rouge comme une cerise. Ses yeux étincelaient et la vapeur de son haleine était encore toute fumante. « Noël, une sottise, mon oncle !» dit le neveu de Scrooge. « Si fait !» répondit Scrooge. « Un gai Noël ! Quel droit avez-vous d'être gai ? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses ? Vous êtes déjà bien assez pauvre. »« Allons, allons !» reprend gaiement le neveu. « Quel droit avez-vous d'être triste ? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses ? Vous êtes déjà bien assez riche. »« Bah !» dit encore Scrooge, qui, pour le moment, n'avait pas une meilleure réponse en tête. Et son « bah » fut suivi de l'autre mot. « Sottise !» « Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, » fit le neveu. « Et comment ne pas l'être ?» répondit l'oncle. « Lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci, un gai Noël, au diable vos gai Noël ! Qu'est-ce que Noël, si ce n'est une époque pour payer l'échéance de vos billets, souvent sans avoir d'argent. Un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure. Un jour où, la balance de vos livres établie, vous reconnaissez, après 12 mois écoulés, que chacun des articles qui s'y trouvent mentionnés vous a laissé sans le moindre profit. Si je pouvais en faire à ma tête, continua Scrooge d'un ton indigné. Tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. C'est comme ça. Mon oncle, dit le neveu, voulant se faire l'avocat de Noël. Mon neveu, répondit l'oncle sévèrement, fêtez Noël à votre façon, et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêtez Noël, répéta le neveu de Scrooge. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Alors, laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il vous faire, avec cela qu'il vous a toujours fait grand bien. Il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu retirer quelques biens sans en avoir profité néanmoins, répondit le neveu. Noël, entre autres.
Mais au moins ai-je toujours regardé le jour de Noël quand il est revenu, mettant de côté le respect dû à son nom sacré et à sa divine origine, si on peut le mettre de côté en songeant à Noël. Comme un beau jour, un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, le seul dans le long calendrier de l'année, où je sache que tous, hommes et femmes, semblent, par un consentement unanime, ouvrir librement les secrets de leur cœur et voir dans les gens au-dessous d'eux de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau, et non pas une autre race de créatures marchant vers un autre but. C'est pourquoi mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël m'a fait vraiment du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël! Le commis dans sa citerne applaudit involontairement, mais s'apercevant à l'instant même qu'il venait de commettre une inconvenance, il voulut attiser le feu et ne fut qu'en éteindre pour toujours la dernière apparence d'étincelle. Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge, et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu, vous êtes en vérité un orateur distingué. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Scrooge dit qu'il voudrait le voir. Oh, oui, en vérité, il le dit. Il prononça le mot tout entier et dit qu'il aimerait mieux le voir Le lecteur finira le mot si cela lui plaît. Mais pourquoi s'écria son neveu. Pourquoi vous êtes-vous marié demanda Scrooge. Parce que j'étais amoureux. Parce que vous étiez amoureux grommela Scrooge. Comme si c'était la plus grosse sottise du monde, avec le gai Noël. Bonsoir. Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant mon mariage. Pourquoi vous en faites un prétexte pour ne pas venir maintenant? Bonsoir, dit Scrooge. Je suis peiné, bien sincèrement peiné de vous voir si résolu. Nous n'avons jamais eu rien l'un contre l'autre, au moins de mon côté. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël, et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi, un gai Noël, mon oncle. Bonsoir, dit Scrooge. Et je vous souhaite aussi la bonne année. Bonsoir, répéta Scrooge. Son neveu quitta la chambre sans dire seulement un mot de mécontentement. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour faire ses souhaits de bonne année au commis, qui, bien que gelé, il était néanmoins plus chaud que Scrooge, car il les lui rendit cordialement. « Voilà un autre fou !» murmura Scrooge, qui l'entendit de sa place. « Mon commis, avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants, parlant d'un gai Noël. Il y a de quoi se retirer aux petites maisons. »
Ce fou fieffé donc, en allant reconduire le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres personnes. C'étaient 2 messieurs de bonne mine, d'une figure avenante, qui se tenaient en ce moment, chapeau bas, dans le bureau de Scrooge. Il avait à la main des registres et des papiers, et le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois ?» dit l'un d'eux en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler ?»« Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, » répondit Scrooge. « Il y a juste 7 ans qu'il est mort, cette nuit même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, » dit l'étranger en présentant ses pouvoirs pour quêter. Elle l'était certainement, car les 2 associés se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Au mot fâcheux de générosité, Scrooge fronça le sourcil, hocha la tête et rendit aux visiteurs ses certificats. À cette époque joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, dit celui-ci en prenant une plume, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y en a des milliers qui manquent du plus strict nécessaire et des centaines de milliers qui n'ont pas à se donner le plus léger bien-être. « N'y a-t-il pas des prisons ?» demanda Scrooge. « Oh, en très grand nombre, » dit l'étranger, laissant retomber sa plume. « Et les maisons de refuge, » continua Scrooge, « ne sont-ils plus en activité ?»« Pardon, monsieur ?» répondit l'autre. « Et plus à Dieu qu'elles ne le fussent pas. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont toujours en pleine vigueur, alors, » dit Scrooge. « Toujours. Et ils ont fort à faire tous les 2. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque circonstance imprévue ne fût venue entraver le marché de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravie d'apprendre le contraire, dit Scrooge, persuadé qu'elles ne peuvent guère fournir une satisfaction chrétienne du corps et de l'âme à la multitude. Quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et de bière, avec du charbon pour se chauffer. Nous choisissons cette époque parce que c'est, de toute l'année, le temps où le besoin se fait le plus vivement sentir et où l'abondance fait le plus de plaisir. Pour combien vous inscrirai-je ? Pour rien, répondit Scrooge. Vous désirez garder l'anonyme ? Je désire qu'on me laisse en repos. Puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs, voilà ma réponse. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël, et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. J'aide à soutenir les établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher. Ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs n'ont qu'à y aller. Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. S'ils aiment mieux mourir, reprit Scrooge, ils feraient très bien de suivre cette idée et de diminuer l'excédent de la population. Au reste, excusez-moi, je ne connais pas
tout ça. Mais il vous serait facile de le connaître, observa l'étranger. Ce n'est pas ma besogne, répliqua Scrooge. Un homme a bien assez de faire ses propres affaires, sans se mêler de celles des autres. Les miennes prennent tout mon temps. Bonsoir, messieurs. Voyant clairement qu'il était inutile de poursuivre leur requête, les deux étrangers se retirèrent. Scrooge se remit au travail, de plus en plus content de lui et d'une humeur plus enjouée qu'à son ordinaire. Cependant, le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement que l'on voyait des gens courir çà et là par les rues avec des torches allumées, offrant leur service aux cochers pour marcher devant les chevaux et les guider dans leur chemin. L'antique tour d'une église, dont la vieille cloche renfrognée avait toujours l'air de regarder Scrooge curieusement, à son bureau, par une fenêtre gothique pratiquée dans les murs, devint invisible et sonna les heures, les demi et les quarts, dans les nuages avec des vibrations tremblantes et prolongées, comme si ses dents eussent claqué là-haut dans sa tête gelée. Le froid devint intense dans la rue même. Au coin de la cour, quelques ouvriers, occupés à réparer les conduits de gaz, avaient allumé un énorme brasier, autour duquel se pressait une foule d'hommes et d'enfants déguenillés, se chauffant les mains et clignant les yeux devant la flamme avec un air de ravissement. Les robinets de la fontaine étaient délaissés, les eaux refoulées qui s'étaient congelées tout autour de lui formaient comme un cadre de glace misanthropique qui faisait horreur à voir. Les lumières brillantes des magasins, où les branches et les baies de houx pétillaient à la chaleur des becs de gaz placés derrière les fenêtres, jetaient sur les visages pâles des passants un reflet rougeâtre. Les boutiques des marchands de volailles et d'épiciers étaient devenues comme un décor splendide, un glorieux spectacle qui ne permettait pas de croire que la vulgaire pensée de négoce et de trafic eût rien à démêler avec ce luxe inusité. Le lord maire, dans sa puissante forteresse de Mansion House, donnait ses ordres à ses 50 cuisiniers et à ses 50 sommeliers pour fêter Noël, comme doit le faire la maison d'un lord maire. Et même le petit tailleur qu'il avait condamné le lundi précédent à une amende de 5 shillings pour s'être laissé arrêter dans les rues ivre et faisant un tapage infernal, préparait tout dans son galetas pour le pudding du lendemain, tandis que sa maigre moitié sortait avec son maigre nourrisson dans les bras pour aller acheter à la boucherie le morceau de bœuf indispensable. Cependant, le brouillard redouble, le froid redouble. Un froid vif, âpre, pénétrant. Si le bon saint Dunstan avait seulement pincé le nez du diable avec un temps pareil, au lieu de se servir de ses armes familières, c'est pour le coup que le malin esprit n'aurait pas manqué de pousser des hurlements. Le propriétaire d'un jeune nez, petit, rongé, mâché par le froid, affamé, comme les os sont rongés par les chiens, se baissa devant le trou de la serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais, au premier mot de « Dieu vous aide, mon gai monsieur, que rien ne trouble votre cœur », Scrooge saisit sa règle avec un geste si énergétique que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et aux frimas qui semblèrent s'y précipiter vers Scrooge par sympathie.
Enfin l'heure de fermer le comptoir arriva. Scrooge descendit de son tabouret d'un air bourru, paraissant donner ainsi le signal tacite du départ au commis, qui attendait dans la citerne et qui, éteignant aussitôt sa chandelle, mit son chapeau sur sa tête. « Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose, » dit Scrooge. « Si cela vous convenait, monsieur ?»« Cela ne me convient nullement et n'est point juste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce jour-là, vous vous croiriez lésé, j'en suis sûr. » Le commis sourit légèrement. « Et cependant, dit Scrooge, vous ne me regardez pas comme lésé, moi, si je vous paie une journée pour ne rien faire. » Le commis observa que cela n'arrivait qu'une fois l'an. Pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge, en boutonnant sa redingote jusqu'au menton. Mais je suppose qu'il vous faut la journée tout entière. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après-demain matin. Le commis le promit, et Scrooge sortit en gros blanc. Le comptoir fut fermé en un clin d'œil, et le commis, les deux bouts de son cache-nez blanc pendant jusqu'au bas de sa veste, car il n'élevait pas ses prétentions jusqu'à porter une redingote, se mit à glisser une vingtaine de fois sur le trottoir de Cornhill à la suite d'une bande de gamins, en l'honneur de la veille de Noël, et se dirigeant ensuite vers sa demeure à Camden Town. Il y arriva toujours courant de toutes ses forces pour jouer à Colin Maillard. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Ayant lu tous les journaux et charmé le reste de la soirée en parcourant son livre de contes, il alla chez lui pour se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par Feu, son associé. C'était une enfilade de chambres obscures qui faisait partie d'un vieux bâtiment sombre, situé à l'extrémité d'une ruelle, où il avait si peu de raison d'être qu'on ne pouvait s'empêcher de croire qu'il était venu se blottir là un jour que, dans sa jeunesse, il jouait à cache-cache avec d'autres maisons et ne s'était plus ensuite souvenu de son chemin. Il était alors assez vieux et assez triste, car personne n'y habitait, excepté Scrooge. Tous les autres appartements étaient loués pour servir de comptoir ou de bureau. La cour était si obscure que Scrooge lui-même, quoiqu'il en connût parfaitement chaque pavé, fut obligé de tâtonner avec les mains. Le brouillard et les frimas enveloppaient tellement la vieille porte sombre de la maison qu'il semblait que le génie de l'hiver se tint assis sur le seuil, absorbé dans ses tristes méditations. Le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de la porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est encore que Scrooge l'avait vu soir et matin, chaque jour, depuis qu'il demeurait en ce lieu. Qu'en outre, Scrooge possédait aussi peu de ce qu'on appelle imagination qu'aucun habitant de la cité de Londres, y compris même, je crains d'être un peu téméraire, la corporation, les aldermen et les notables. Il faut bien aussi se mettre dans l'esprit que Scrooge n'avait pas pensé une seule fois à Marley, depuis qu'il avait, cet après-midi même, fait mention de la mort de son ancien associé, laquelle remontait à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si on le peut, comment il se fut que Scrooge, au moment où il mit la clé dans la serrure, vit dans le marteau, sans avoir prononcé de paroles magiques pour le transformer, non plus un marteau, mais la figure de Marley. Oui, vraiment, la figure de Marley. Ce n'était pas une ombre impénétrable,
comme les autres objets de la cour. Elle paraissait au contraire entourée d'une lueur sinistre, semblable à un homard avarié dans une cave obscure. Son expression n'avait rien qui rappelât la colère ou la férocité, mais elle regardait Scrooge comme Marley avait coutume de le faire, avec des lunettes de spectre relevées sur son front de revenant. La chevelure était curieusement soulevée comme par un souffle ou une vapeur chaude, et, quoique les yeux fussent tout grands ouverts, il demeurait parfaitement immobile. Cette circonstance et sa couleur livide le rendaient horrible, mais l'horreur qu'éprouvait Scrooge à sa vue ne semblait pas du fait de la figure. Elle venait plutôt de lui-même et ne tenait pas à l'expression de la physionomie du défunt. Lorsqu'il eut considéré fixement ce phénomène, il n'y trouva plus qu'un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou que son sang ne ressentit point une impression terrible à laquelle il avait été étranger depuis son enfance serait un mensonge. Mais il mit la main sur la clé, qu'il avait lâchée d'abord, la tourna brusquement, entra et alluma sa chandelle. Il s'arrêta un moment irrésolu avant de fermer la porte et commença par regarder avec précaution derrière elle, comme s'il se fût presque attendu à être épouvanté par la vue de la queue effilée de Marley s'avançant jusque dans le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte, excepté les écrous et les vis qui y fixaient le marteau. Ce que voyant, il dit « Bah, bah !» en la poussant avec violence. Le bruit résonna dans toute la maison comme un tonnerre. Chaque chambre au-dessus et chaque futaille au-dessus, dans la cave du marchand de vin, semblait rendre un son particulier pour faire sa partie dans ce concert d'échos. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il ferma solidement la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier, prenant le temps d'ajuster sa chandelle, chemin faisant. Vous parlez des bons vieux escaliers d'autrefois, par où l'on aurait fait monter facilement un carrosse à 6 chevaux ou le cortège d'un petit acte du Parlement, mais moi, je vous dis que celui de Scrooge était bien autre chose. Vous auriez pu y faire monter un corbillard en le prenant dans sa plus grande largeur, la barre d'appui contre le mur et la portière du côté de la rampe, et c'eût été chose facile. Il y avait bien assez de place pour cela, et plus encore qu'il n'en fallait. Voilà peut-être pourquoi Scrooge crut voir marcher devant lui, dans l'obscurité, un convoi funèbre. Une demi-douzaine de becs de gaz de la rue auraient eu peine à éclairer suffisamment le vestibule. Vous pouvez donc supposer qu'il y faisait joliment sombre avec la chandelle de Scrooge. Il montait toujours, ne s'en souciant pas plus que de rien du tout. L'obscurité ne coûte pas cher, c'est pour cela que Scrooge ne la détestait pas. Mais avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son appartement pour voir si tout était en ordre. C'était peut-être un souvenir inquiet de la mystérieuse figure qui lui trottait dans la tête. Le salon, la chambre à coucher, la chambre de débarras, tout se trouvait en ordre. Personne sous la table, personne sous le sofa. Un petit feu dans la grille, la cuillère et la tasse prêtes, et sur le feu, la petite casserole d'eau de gruau, car Scrooge avait un rhume de cerveau. Personne sous son lit.
Personne dans le cabinet, personne dans sa robe de chambre, suspendue contre la muraille dans une attitude suspecte. La chambre de débarras comme d'habitude, un vieux garde-feu, de vieilles savates, 2 paniers à poissons, un lavabo sur 3 pieds et un fourgon. Parfaitement rassuré, Scrooge tira sa porte et s'enferma à double tour, ce qui n'était point son habitude. Ainsi, garanti de toute surprise, il ôta sa cravate, mit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit, et s'assit devant le feu pour prendre son gruau. C'était en vérité un très petit feu, si petit que rien pour une nuit si froide, il fut obligé de s'asseoir tout près et de le couver en quelque sorte, avant de pouvoir extraire la moindre sensation de chaleur d'un feu si mesquin qu'il aurait tenu dans la main. Le foyer ancien avait été construit il y a longtemps par quelques marchands hollandais et garni tout autour de plaques flamandes sur lesquelles on avait représenté des scènes de l'écriture. Il y avait des Caïns et des Abel, des filles de Pharaon, des reines de Saba, des messagers angéliques descendant au travers des airs sur des nuages semblables à des lits de plumes, des Abraham, des Balthazar, des apôtres s'embarquant dans des bateaux en forme de saucières, des centaines de figures capables de distraire sa pensée. Et cependant, ce visage de Marley, mort depuis 7 ans, venait, comme la baguette de l'ancien prophète, absorber tout le reste. Si chacun de ces plaques vernies eût commencé par être un cadre vide, avec le pouvoir de représenter sur sa surface unie quelques formes composées des fragments éparses des pensées de Scrooge, chaque carreau aurait offert une copie de la tête du vieux Marley. « Sottise !» dit Scrooge, et il se mit à marcher dans la chambre de long en large. Après plusieurs tours, il se rassit. Comme il se renversait la tête dans son fauteuil, son regard s'arrêta par hasard sur une sonnette hors de service suspendue dans la chambre et qui, par quelques dessins depuis longtemps oubliés, communiquait avec une pièce située au dernier étage de la maison. Ce fut avec une extrême surprise, avec une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette sonnette commencer à se mettre en mouvement. Elle s'agita d'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son, mais bientôt elle sonna à double carillon, et toutes les autres sonnettes de la maison se mirent de la partie. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute, ou une minute au plus, mais cette minute, pour Scrooge, fut aussi longue qu'une heure. Les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, tout en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant de profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaise sur les tonneaux dans la cave du marchand de vin. Scrooge se souvint alors d'avoir ouï dire que, dans les maisons hantées par les revenants, ils traînaient toujours des chaises après eux. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas. Et alors, il entendit le bruit devenir beaucoup plus fort au rez-de-chaussée, puis monter l'escalier et enfin s'avancer directement vers sa porte. « Sottise encore que cela !» dit Scrooge. « Je ne veux pas y croire !» Il changea cependant de couleur lorsque, sans le moindre temps d'arrêt, le spectre traversa la porte massive et, pénétrant dans la chambre, passa devant ses yeux. Au moment où il entrait, la flamme mourante se releva comme pour crier.
Je le reconnais, c'est le spectre de Marley. » Puis elle retomba. Le même visage, absolument le même. Marley avec sa queue effilée, son gilet ordinaire, ses pantalons collants et ses cols et ses bottes dont les glands de soie se balançaient en mesure avec sa queue, les pans de son habit et son toupet. La chaîne qu'il traînait était passée autour de sa ceinture. Elle était longue, tournée autour de lui comme une queue, et était faite, car Scrooge la considérait de près, de coffres-forts, de clés, de cadenas, de grands livres, de paperasses et de bourses pesant en acier. Son corps était transparent, si bien que Scrooge, en l'observant et regardant à travers son gilet, pouvait voir les 2 boutons cousus par l'arrière à la taille de son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il ne l'avait jamais cru jusqu'alors. Non. Et même, il ne le croyait pas encore, quoique son regard pût traverser le fantôme d'outre en outre, quoiqu'il le vît là, debout devant lui, quoiqu'il sentît l'influence glaciale de ses yeux glacés par la mort, quoiqu'il remarquât jusqu'au tissu du foulard plié qui lui couvrait la tête, en passant sous son menton et auquel il n'avait point pris garde auparavant, il refusait encore de croire et luttait contre le témoignage de ses sens. « Que veut dire ceci ?» demanda Scrooge, caustique et froid, comme toujours. « Que disiez-vous de moi ?»« Beaucoup de choses. » C'est la voix de Marley, plus de doute à cet égard. « Qui êtes-vous » ? « Demandez-moi qui je suis. »« Qui étiez-vous alors ?» dit Scrooge, élevant la voix. « Vous êtes bien puriste pour une ombre. »« De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. »« Pouvez-vous vous asseoir ?» demanda Scrooge, en le regardant d'un air de doute. « Je le puis. »« Alors faites-le !» Scrooge fit cette question parce qu'il ne savait pas si un spectre aussi transparent pouvait se trouver dans la condition voulue pour prendre un siège. Et il sentait que, si par hasard la chose était impossible, il le réduirait à la nécessité d'une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit vis-à-vis de lui, de l'autre côté de la cheminée, comme s'il ne faisait que cela toute la journée. « Vous ne croyez pas en moi ?» observa le spectre. « Non, » dit Scrooge. « Quelle preuve de ma réalité voudriez-vous avoir, outre le témoignage de vos sens ?»« Je ne sais trop, » dit Scrooge. « Pourquoi doutez-vous de vos sens ?»« Parce que, » répondit Scrooge, « la moitié chose suffit pour les affecter. Il suffit d'un léger dérangement dans l'estomac pour les rendre trompeurs. Et vous pourriez bien être, au bout du compte, une tranche de bœuf mal digérée, une demi-cuillerée de moutarde, un morceau de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite, qui que vous soyez, pour un mort, vous sentez plus la bière que la bière. » Scrooge n'était pas trop dans l'habitude de faire des calembours, et il se sentait alors, réellement, au fond du cœur, fort peu disposé à faire le plaisant. La vérité est qu'il essayait ce badinage comme un moyen de faire diversion à ses pensées et de surmonter son effroi. Car la voix du spectre le faisait frissonner jusque dans la moelle des os. Demeurer assis, même pour un moment, ses regards arrêtés sur ses yeux fixes, vitreux, c'est là, Scrooge le sentait bien, une épreuve diabolique.
Il y avait aussi quelque chose de vraiment terrible dans cette atmosphère infernale dont le spectre était environné. Scrooge ne pouvait la sentir lui-même, mais elle n'était pas moins réelle, car quoique le spectre restât assis, parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les glands de ses bottes étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'exhale d'un four. « Voyez-vous ce cure-dent » dit Scrooge, retournant vivement à la charge pour donner le change à sa frayeur, et désirant, ne fût-ce que pour une seconde, détourner de lui le regard du spectre, froid comme un marbre. « Oui, » répondit le fantôme. « Mais vous ne le regardez seulement pas, » dit Scrooge. « Cela ne m'empêche pas de le voir, » dit le spectre. « Eh bien, » reprit Scrooge, « je n'ai qu'à l'avaler, et le reste de mes jours, je serai persécuté par une légion de lutins, tous de ma propre création. Sottise, je vous dis sottise. » À ce mot, le spectre poussa un cri effrayant et secoua sa chaîne avec un bruit si lugubre et si épouvantable que Scrooge se cramponna à sa chaise pour empêcher de tomber en défaillance. Mais combien redoubla son horreur alors le fantôme, ôtant le bandage qui entourait sa tête, comme s'il était trop chaud pour le garder dans l'intérieur de l'appartement. Sa mâchoire inférieure retomba sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux et se cacha le visage dans ses mains. « Miséricorde » s'écria-t-il. « Épouvantable apparition ! Pourquoi venez-vous me tourmenter ?»« Âme mondaine et terrestre, » répliqua le spectre. « Croyez-vous en moi ou n'y croyez-vous pas ?»« J'y crois, » dit Scrooge. « Il le faut bien. Mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur terre et pourquoi viennent-ils me trouver ?»« C'est une obligation de chaque homme, » répondit le spectre. « Que son âme renfermée au-dedans de lui se mêle à ses semblables et voyage de tous côtés. Si elle ne le fait pendant la vie, elle est condamnée à le faire après la mort. Elle est obligée d'errer par le monde. Oh, malheureux que je suis, et doit être témoin inutile de choses dont il ne lui est plus possible de prendre sa part, quand elle aurait pu en jouir avec les autres sur la terre pour les faire servir à son bonheur. » Le spectre poussa encore un cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains fantastiques. « Vous êtes enchaîné ?» demanda Scrooge, tremblant. « Dites-moi pourquoi. »« Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, » répondit le fantôme. « C'est moi qui l'ai faite anneau par anneau, mètre par mètre. C'est moi qui l'ai suspendue autour de mon corps, librement et de ma propre volonté, comme je la porterai toujours de mon plein gré. Est-ce que le modèle vous en paraît étrange ?» Scrooge tremblait de plus en plus. « Oh, bien voudriez-vous savoir, poursuit le spectre, le poids et la longueur du câble énorme que vous traînez vous-même ? Il était exactement aussi long et aussi pesant que cette chaîne que vous voyez. Il y a aujourd'hui 7 veilles de Noël. Vous y avez travaillé depuis. C'est une bonne chaîne à présent. » Scrooge regarda autour de lui sur le plancher, s'attendant à se trouver lui-même entouré de quelques 50 ou 60 brasses de câbles de fer. Mais il ne vit rien. « Jacob, » dit-il d'un ton suppliant, « mon vieux Jacob Marley, parlez-moi encore. Adressez-moi quelques paroles de consolation, Jacob. »« Je n'ai pas de consolation à donner, » reprit le spectre. « Les consolations viennent d'ailleurs, Ebenezer Scrooge. Elles sont apportées par d'autres ministres
à d'autres espèces d'hommes que vous. Je ne puis non plus vous dire tout ce que je voudrais. Je n'ai plus que très peu de temps à ma disposition. Je ne puis me reposer, je ne puis m'arrêter, je ne puis séjourner nulle part. Mon esprit ne s'écarta jamais guère au-delà de notre comptoir. Vous savez, pendant ma vie, mon esprit ne dépassa jamais les étroites limites de notre bureau de chambre. Et voilà pourquoi maintenant, il me reste à faire tant de pénibles voyages. C'était chez Scrooge une habitude de fourrer les mains dans les coussets de son pantalon toutes les fois qu'il devenait pensif. Réfléchissant à ce qu'avait dit le fantôme, il prit la même attitude, mais sans lever les yeux et toujours agenouillé. « Il faut donc que vous soyez bien en retard, Jacob, » observa Scrooge, en véritable homme d'affaires, quoique avec humilité et déférence. « En retard ?» répéta le spectre. « Mort depuis 7 ans, rumina Scrooge. Et en route tout ce temps-là ?»« Tout ce temps-là, dit le spectre, ni trêve, ni repos, l'incessante torture du remords. »« Vous voyagez vite ?» demanda Scrooge. « Sur les ailes du vent, » répliqua le fantôme. « Vous devez avoir vu bien du pays en 7 ans, » dit Scrooge. Le spectre, entendant ces paroles, poussa un 3e cri et produisit avec sa chaîne un cliquetis si terrible dans le morne silence de la nuit que le guet aurait eu toutes les raisons du monde de le traduire en justice pour cause de tapage nocturne. « Ô captif, enchaîné, chargé de fer !» s'écria-t-il. « Pour avoir oublié que chaque homme doit s'associer par sa part au grand travail de l'humanité, prescrit par l'être suprême, et en perpétuer le progrès, car cette terre doit passer dans l'éternité avant que le bien dont elle est susceptible soit entièrement développé. Pour avoir oublié que l'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées de notre vie, et cependant, c'est ce que j'ai fait. Oh, oui, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Cependant, vous fûtes toujours un homme exact, habile en affaires, Jacob, balbutia Scrooge, qui commençait en ce moment à faire un retour sur lui-même. « Les affaires !» s'écria le fantôme, en se tordant de nouveau les mains. « C'est l'humanité qui était mon affaire, c'est le bien général qui était mon affaire, c'est la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienveillance. C'est tout cela qui était mon affaire. Les opérations de mon commerce n'étaient qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de mes affaires. » Il releva sa chaîne de toute la longueur de son bras, comme pour montrer la cause de tous ces stériles regrets, et la rejeta lourdement à terre. « C'est à cette époque de l'année expirante, dit le spectre, que je souffre le plus. Pourquoi ai-je alors traversé la foule de mes semblables, toujours les yeux baissés vers les choses de la terre, sans les lever jamais vers cette étoile bénie qui conduisit les mages à une pauvre demeure? N'y avait-il donc pas de pauvres demeures aussi vers lesquelles sa lumière aurait pu me conduire ?» Scrooge était très effrayé d'entendre le spectre continuer sur ce ton. Et il commençait à trembler de tous ses membres. « Écoutez-moi » s'écria le fantôme. « Mon temps est bientôt passé. »« J'écoute, » dit Scrooge. « Mais épargnez-moi, ne faites pas trop de rhétorique, Jacob, je vous en prie. Comment se fait-il que je paraisse devant vous sous une forme que vous puissiez voir ?
Je ne saurais le dire. Je me suis assis maintes et maintes fois à vos côtés en restant invisible. Ce n'était qu'une idée agréable. Scrooge fut saisi de frissons et essuya la sueur qui découlait de son front. « Et ce n'est pas mon moindre supplice, » continua le spectre. « Je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste encore une chance et un espoir d'échapper à ma destinée. Une chance et un espoir que vous tiendrez de moi, Ebenezer. »« Vous faites toujours pour moi un bon ami, » dit Scrooge. « Merci. Vous allez être hanté par 3 esprits, » ajouta le spectre. La figure de Scrooge devient en un moment aussi pâle que celle du fantôme lui-même. « Est-ce là cette chance et cet espoir dont vous me parliez, Jacob ?» demanda-t-il d'une voix défaillante. « Oui, je crois que j'aurais mieux qu'il n'en fût rien, » dit Scrooge. « Sans leur visite, reprit le spectre, vous ne pouvez espérer d'éviter mon sort. Attendez-vous à recevoir le premier demain quand l'horloge sonnera 1 heure. Ne pourrais-je pas les prendre tous à la fois pour en finir, Jacob, insinua Scrooge. Attendez le second à la même heure la nuit d'après, et le 3e la nuit suivante. Quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer, ne comptez pas me revoir, mais, dans votre propre intérêt, ayez soin de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous. » Après avoir ainsi parlé, le spectre prit sa mentonnière sur la table et l'attacha autour de sa tête comme auparavant. Scrooge le comprit au bruit sec que firent ses dents longues, les 2 mâchoires furent réunies l'une à l'autre par le bandage. Alors il se hasarda à lever les yeux et aperçut son visiteur surnaturel debout devant lui, portant sa chaîne enroulée autour de son bras. L'apparition s'éloigna en marchant à reculons. À chaque pas qu'elle faisait, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que quand le spectre l'eut atteinte, elles étaient toutes grandes ouvertes. Il fit signe à Scrooge d'approcher. Celui-ci obéit. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, l'ombre de Marley leva la main et l'avertit de ne pas approcher davantage. Scrooge s'arrêta, non pas tant par obéissance que par surprise et par crainte, car au moment où le fantôme leva la main, il entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir, de plaintes d'une inexorable tristesse, des voix de regret et de remords. Le spectre, ayant un moment prêté l'oreille, se joignit à ce chœur lugubre et s'évanouit au sein de la nuit pâle et sombre. Scrooge suivit l'ombre jusqu'à la fenêtre, et dans sa curiosité haletante, il regarda par la croisée. L'air était rempli de fantômes errants çà et là, comme des âmes en peine, exhalant, à mesure qu'ils passaient, de profonds gémissements. Chacun d'eux traînait une chaîne comme le spectre de Marley. Quelques-uns, un petit nombre, c'étaient peut-être des cabinets de ministres, complices d'une même politique, étaient enchaînés ensemble. Aucun n'était libre. Plusieurs avaient été pendant leur vie personnellement connus de Scrooge. Il avait été intimement lié avec un vieux fantôme en gilet blanc, à la cheville duquel était attaché un monstrueux anneau de fer et qui se lamentait piteusement
de ne pouvoir assister une malheureuse femme avec son enfant qu'il voyait au-dessus de lui sur le seuil d'une porte. Le supplice de tous ces spectres consistait évidemment en ce qu'ils s'efforçaient, mais trop tard, d'intervenir dans les affaires humaines. Pour y faire quelque bien, ils en avaient pour jamais perdu le pouvoir. Ces créatures fantastiques se fondirent-elles dans le brouillard, ou le brouillard vint-il les envelopper dans son ombre? Scrooge n'en put rien savoir, mais les ombres et leurs voix s'éteignirent ensemble, et la nuit redevint ce qu'elle avait été lorsqu'il était rentré chez lui. Il ferma la fenêtre, il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Il essaya de dire « Sottise !» mais il s'arrêta à la première syllabe. Se sentant un grand besoin de repos, soit par suite de l'émotion qu'il avait éprouvée, des fatigues de la journée, de cet aperçu du monde invisible ou de la triste conversation du spectre. Soit à cause de l'heure avancée, il alla droit à son lit, sans même se déshabiller, et s'endormir aussitôt. J'espère que cette lecture vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite du livre. Je tiens à remercier tous mes abonnés et tous les nouveaux arrivés sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Encore merci pour votre visionnage. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Bye.